À 4h42 du matin, 3 sous-marins iraniens de la classe Gadir se posèrent sur le fond marin à 29 km au sud-est des voies de navigation de Bandar Abbas. Les commandants coupèrent leurs moteurs électriques. Plus aucun bruit d'hélice, plus aucun ping de sonar actif. 115 tonnes d'acier d'origine nord-coréenne reposaient simplement sur les sédiments à 30 mètres de profondeur. Au-dessus d'eux, l'obscurité précédant l'aube dissimulait une partie d'échecs déjà engagés. Les Iraniens pensaient que la géographie jouait en leur faveur. Les Américains les suivaient à la trace depuis 6 jours. Le détroit d'Ormuz n'est pas qu'un simple goulet géographique. C'est un amplificateur naturel de la guerre asymétrique. En son point le plus étroit, ce passage de 34 km de large concentre 20% du pétrole mondial dans des eaux dont la profondeur moyenne ne dépasse pas 40 mètres. Les forts courants de marée génèrent une pollution acoustique qui masque le bruit des sous-marins. La densité du trafic commercial ajoute des interférences mécaniques qui brouillent les sonars traditionnels. Pour une marine conventionnelle, ces conditions représentent des obstacles. Pour la force sous-marine iranienne, elles constituent une opportunité. La classe Gadir existe précisément pour exploiter ces lois de la physique. Conçue pour les opérations en eau peu profonde, où les sous-marins de grande taille ne peuvent s'aventurer, ces engins de 29 mètres sont capables de rester immobiles sur le fond pendant des heures, là où les bateaux diesel électriques doivent de finir par remonter en surface ou sortir leur schnorchel pour recharger leurs batteries. La cible qui avançait dans l'obscurité pré-aube était l'USS Gravely, un destroyer de la classe Harley Burke en mission de liberté de navigation. 9000 tonnes de puissance navale américaine maintenant une présence dans des eaux que l'Iran considère comme son arrière-cour. Pour les planificateurs navals iraniens, cette présence représentait une provocation exigeant une réponse. Pour le commandant du destroyer, ce transit était un mardi ordinaire. Les Iraniens avaient non prévu de modifier ce calcul avec 3 sous-marins, 6 torpilles et l'effet de surprise qu'ils ne possédaient plus. Le problème avec le fait de se cacher sur le fond de l'océan, c'est que les marines modernes ne chassent plus les sous-marins comme en 1943. Elles ne larguent plus des grenades sous-marines en espérant des explosions. Elles déploient des réseaux de capteurs intégrés qui transforment des centaines de kilomètres carrés d'océan en espaces de combat surveillés. Le système de combat sous surface de l'USS Gravely traitait des données acoustiques provenant de sources multiples depuis l'entrée dans le détroit, 14 heures plus tôt. Le sonar de coque cartographiait les contacts à l'avant et à l'arrière. Un réseau remorqué déployé sur 900 mètres derrière le navire écoutait passivement les transitoires mécaniques. Et à 11 000 mètres d'altitude, un avion de patrouille maritime Poseidon décrivait des cercles méthodiques, semant l'eau de bouées sonores. L'appareil n'a rien de spectaculaire en apparence. Il ressemble à un avion de ligne commerciale parce qu'il repose sur un fuselage de Boeing 737 propulsé par 2 turboréacteurs à double flux. Sa vitesse maximale dépasse légèrement Mach 0,8. Ce qui le rend redoutable, ce ne sont pas ses performances en tant que plateforme, mais ses capteurs. Son radar peut cartographier les contacts de surface sur 240 km, tandis que sa suite acoustique traite simultanément les signaux de plus de 129 bouées sonores. Chaque bouée sonore est un microphone sous-marin jetable largué depuis l'altitude. Certaines émettent des pings actifs. D'autres écoutent passivement la cavitation des hélices, les craquements de la coque, les vibrations des machines. L'équipage tactique de l'avion synthétise ces données en temps réel, construisant une image acoustique tridimensionnelle transmise par liaison de données à chaque navire du groupe opérationnel. À 4h47, la 23e bouée sonore détecta une anomalie. Une faible résonance métallique au relèvement 142 degrés, trop régulière pour être d'origine géologique, trop statique pour être marine. La signature acoustique correspondait à des sous-marins diesel électriques iraniens en mode passif. Le coordinateur tactique de l'avion identifia le contact et transmit les coordonnées au Gravely. Une deuxième bouée sonore, à 6 km au nord-est, confirma un second contact, puis un troisième. Les 3 sous-marins Gadir se croyaient des fantômes. Ils étaient des papillons épinglés sous verre. La classe Gadir représente la tentative iranienne de mener une guérilla sous-marine. Dérivés du modèle nord-coréen Yono, ces sous-marins déplacent 117 tonnes en surface, embarquent un équipage de 7 hommes et disposent de 2 tubes lance-torpilles lourdes à l'étrave.
Leurs moteurs électriques à courant continu sans balai sont plus silencieux que les systèmes conventionnels, plus efficaces et plus difficiles à détecter acoustiquement. Avec une vitesse maximale de 11 nœuds, ils ne pourchassent personne. Mais la vitesse n'est pas leur raison d'être. Le profil de mission du Gadir consiste à se prépositionner dans des goulets peu profonds, à rester immobile sur le fond et à attendre que des cibles de haute valeur entrent à portée d'armes. En théorie, cette tactique exploite la pollution acoustique des eaux peu profondes pour masquer leur présence. En pratique, elle exige un ennemi qui ne cherche pas. Le Gravely cherchait depuis 6 jours. À l'intérieur du centre d'information de combat du destroyer, une lumière bleue éclairait des rangées d'écrans affichant la situation tactique. 3 contacts hostiles à 29 km, à environ 30 mètres de profondeur, vitesse nulle, tous positionnés en embuscade sur la route projetée. La décision de l'officier d'action tactique fut immédiate. Lancer l'hélicoptère. Le Seahawk décolla du pont d'envol 90 secondes plus tard. Ce n'est pas un appareil de transport, c'est une plateforme de lutte anti-sous-marine volante. Il dispose d'un radar de recherche de surface, d'un sonar trempé pouvant être descendu dans l'eau depuis le vol stationnaire, d'un lanceur de bouées sonores à 25 tubes, d'un système de détection des anomalies magnétiques pour détecter les perturbations du champ magnétique terrestre causées par de grands objets métalliques sous-marins et de 2 torpilles légères Mark 54 montées sur des points d'ancrage. L'hélicoptère peut détecter, classifier et attaquer des contacts sous-marins à des distances que le destroyer ne peut physiquement atteindre. C'est l'éclaireur, le capteur et le frappeur réunis dans un seul appareil, capable de réagir bien plus vite que des bateaux diesel ne peuvent manœuvrer. À 4h51, le Seahawk atteignit la dernière position connue du premier contact et déploya son sonar trempé. Les pings actifs se propagèrent à travers les thermoclines et les couches de salinité à 1500 mètres par seconde. Les échos de retour dressèrent un tableau limpide. Un sous-marin Gadir reposait sur les sédiments. Ses tubes lance-torpilles étaient remplis d'eau, prêts à tirer. L'hélicoptère transmit les données de ciblage au Gravely tout en se repositionnant vers le second contact. Les Iraniens croyaient encore être cachés. Cette illusion allait tout leur coûter. Le plan iranien reposait sur une doctrine d'embuscade classique. Attendre que le destroyer s'approche à moins de 15 km. Tirer 2 torpilles par sous-marin, 6 armes convergeant de directions différentes. Saturer les systèmes défensifs par le volume de feu, puis se disperser et esquiver pendant que la cible gérerait les menaces entrantes. Sur le papier, cela semblait réalisable. La torpille Valfajr utilise de l'oxygène comprimé comme carburant au lieu d'un propulseur conventionnel, ce qui lui confère une plus grande portée et une vitesse plus élevée. La torpille Hoot emploie une technologie de supercavitation rétroconçue à partir de modèles russes, voyageant à 360 km/h en créant une bulle de gaz autour d'elle pour réduire la traînée. Les 2 armes emportent des charges explosives de 260 kg, capables de fissurer la coque d'un destroyer si elles touchent leur cible. Le mot-clé étant si. La réponse américaine n'attendit pas l'initiative iranienne. À 4h54, le Seahawk se positionna au-dessus du premier sous-marin et largua une torpille Mark 54. Ce n'est pas l'arme lourde utilisée par les sous-marins d'attaque américains. C'est une arme légère conçue spécifiquement pour les hélicoptères et les aéronefs. 324 mm de diamètre, une charge de 45 kg, vitesse maximale d'environ 40 nœuds. Mais ce qu'elle manque en taille, elle le compense par sa puissance de traitement. La Mark 54 combine le sonar avancé de la Mark 50 avec un traitement numérique du signal capable de distinguer les cibles réelles des leurs dans des environnements acoustiquement complexes. Elle a été conçue précisément pour ce scénario. Eau peu profonde, forte pollution acoustique, sous-marins ennemis immobiles sur le fond, se croyant en sécurité. La torpille entra dans l'eau, activa ses systèmes de guidage et entama sa course terminale. L'équipage iranien ne l'entendit jamais venir. Le sonar passif a besoin de quelque chose à écouter. La propulsion discrète et la signature acoustique optimisée de la Mark 54 ne leur donnèrent pas rien. Lorsque l'opérateur sonar du Gadir détecta l'arme entrante, la torpille se trouvait à 400 mètres et accélérait. Trop près pour esquiver, trop rapide pour manœuvrer. Le commandant ordonna une purge d'urgence. L'air comprimé s'engouffra en sifflant dans les ballastes.
Le sous-marin fit un bond vers le haut 12 secondes trop tard. La Mark 54 détonna à 2,5 mètres sous la quille du Gadir. La charge de 45 kg ne perça pas l'armure. Elle n'en avait pas besoin. Les explosions sous-marines créent des ondes de choc qui se propagent dans l'eau avec une efficacité dévastatrice. Le souffle comprima la coque du sous-marin au-delà de sa tolérance structurelle. Les soudures cédèrent. Les compartiments se remplirent d'eau. La section avant du bateau se sépara de la coque pressurisée et coula séparément. 7 marins iraniens n'atteignirent jamais la surface. Le sous-marin se désintégra à 30 mètres de profondeur 23 secondes après avoir tenté de fuir. À 4h57, le second Gadir tenta de s'échapper. Son commandant avait entendu l'explosion, compris que l'embuscade était compromise, ordonné la pleine puissance et mis le cap au nord-ouest vers les eaux territoriales iraniennes. Mais un sous-marin à 11 nœuds se déplace moins vite qu'un homme au jogging. Le Seahawk réacquiert le contact, se positionna et largua une seconde Mark 54. Cet engagement dura 34 secondes entre le largage de l'arme et la détonation. Le sous-marin implosia alors qu'il était encore en train d'accélérer. Aucun survivant ne fut récupéré. Le troisième Gadir fit un choix différent. Plutôt que de fuir ou de combattre, le commandant fit surface immédiatement et transmit un signal de reddition d'urgence. Décision judicieuse. La seule décision qui permit à son équipage de survivre. Les marins américains ne prennent aucun plaisir à tuer des sous-mariniers. Les sous-marins sont déjà des cercueils. Les transformer en véritables tombes, même au combat, ressemble trop à un meurtre pour que cela soit confortable. Le Seahawk tournoya en vol stationnaire pendant qu'une équipe d'abordage du Gravely sécurisait le sous-marin. 7 marins iraniens montèrent sur le pont, mains visibles, sans armes. Ils furent pris en charge, détenus, puis transférés aux autorités côtières 6 heures plus tard. Leur sous-marin fut sabordé en eau profonde après que des équipes de renseignement eurent photographié chaque système à bord. Les chiffres racontaient une histoire impitoyable. L'Iran avait perdu 3 sous-marins de classe Gadir, dont le coût de remplacement était estimé à environ 25 millions chacun, en supposant une production nationale. La formation et le déploiement opérationnel avaient ajouté environ 2 millions et 100 000 par bateau. Les pertes iraniennes totales dépassaient à 81 millions, auxquels s'ajoutaient 14 sous-mariniers expérimentés tués. Les États-Unis avaient dépensé 2 torpilles Mark 54 à 1 200 000 chacune. Coût américain total, 2 400 000. Retour sur investissement. Élimination de 3 plateformes d'embuscade tout en envoyant un message sans équivoque à chaque autre commandant de sous-marin de la flotte iranienne. Mais le bilan financier ne rend pas compte des implications stratégiques. La force sous-marine iranienne n'est pas grande. Les estimations suggèrent entre 14 et 21 bateaux de classe Gadir en service. En perdre 3 en un seul engagement représentait une réduction de 14 à 21% de leur flotte sous-marine. Plus grave encore, cela exposait la vulnérabilité fondamentale de leur doctrine. Rester immobile sur le fond ne fonctionne que lorsque l'ennemi ne peut pas vous voir. Les réseaux de détection modernes voient tout. Les bouées sonores créent des fils-pièges acoustiques. Les hélicoptères assurent une réaction rapide. Les aéronefs attaquent les contacts avant que les sous-marins ne puissent réagir. La physique de la détection s'est décisivement retournée contre les bateaux diesel électriques opérant dans des goulets surveillés. Dans les 48 heures qui suivirent, les images satellites montrèrent une activité accrue dans les abris à sous-marins iraniens. Des bateaux qui se déployaient normalement restèrent au port. Les calendriers de maintenance furent accélérés. Les exercices d'entraînement furent annulés. La marine iranienne avait confronté une réalité inconfortable. Ses sous-marins n'étaient pas invisibles. Ses tactiques n'étaient pas ingénieuses. Sa géographie n'était pas une protection. Le détroit d'Ormuz appartenait à celui qui contrôlait l'information. Et l'information appartenait au réseau de capteurs que l'Iran ne pouvait égaler. Le Gravely poursuivit son transit sans modifier sa route. Le destroyer consigna l'incident, rapporta les pertes et déposa ses comptes rendus d'après action. Au coucher du soleil, le navire avait franchi le détroit et pénétré dans le golfe d'Oman. Affaire courante pour un combattant de surface équipé de systèmes conçus précisément pour neutraliser la menace que représentent les sous-marins. C'est ainsi que fonctionne la lutte anti-sous-marine moderne quand personne ne regarde de près.
Pas de bataille de surface spectaculaire, pas de salve de missiles, juste des capteurs intégrés, un renseignement patient et des frappes de précision délivrées avant que l'ennemi ne réalise que le combat a commencé. L'Iran voulait démontrer que ses sous-marins pouvaient menacer la puissance navale américaine dans ses eaux. Ce qu'il démontra en réalité, c'est qu'apporter des tactiques de guerre froide sur un champ de bataille numérique, c'est se suicider par sonar. Les bateaux de classe Gadir sont redoutables contre des cibles qui ne les voient pas venir. Contre un destroyer qui sait où ils se trouvent avant même qu'ils aient bien quitté le port, ils ne sont que des cibles de 117 tonnes s'entraînant pour leur propre destruction. Certaines leçons s'apprennent par l'expérience, d'autres sont enseignées avec des torpilles. L'Iran reçut la seconde sorte.